Oui, si je m'enlève et que c'est toi qui ouvres, ça va bien se passer. C'est ça que tu dis? Parce que moi aussi, j'ai entendu recording. Et on me demandait juste si j'étais OK pour l'enregistrement. Réessaye pour voir. Oui, oui. Peut-être que le Zoom qu'elle m'a envoyé, enfin qu'elle nous a envoyé en dernier, c'était juste pour moi parce que il y a peut-être deux Zooms différents, non? Dans le précédent, il y avait deux liens. Il y avait le tien et le mien. Je peux pas la joindre. Envoie-lui un texto en réunion, elle peut peut-être le lire. Ah, pardon. Parce qu'à un moment, je t'ai vu apparaître, hein. D'accord, tout de suite. Alors, bonjour. Bonjour. Ah, je pense qu'on a Angela, mais Angela n'a pas activé son micro. Voilà, et je ne vois pas. Bon, je vais temporairement quitter la réunion. J'ai coupé mon micro. Hop,
Bonsoir. Bonsoir. Apparemment, Émilie a des soucis pour arriver à animer la réunion, donc elle est en train de contacter Maguelone pour régler ce problème. Donc, on est encore dans les temps. J'espère que ça se fera rapidement. Bonjour, Bonjour. Mireille Gras. Je suis un peu en avance. Je disais qu'on attend Émilie, Oui, l'animatrice, qui oui, a, qui a un petit souci pour se connecter en tant qu'animatrice. Donc, d'accord. Mais en train de voir avec Maguelone ce qui est possible. d'accord. Voilà. Mais moi, je suis. Hmm. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bonjour. 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 Alors, Émilie m'envoie un texto en disant qu'il y a un problème de connexion et que, elle est en contact avec Maguelone qui, elle, est dans le métro. Donc, pour la guider, c'est un peu compliqué. Bon, j'espère qu'on va y arriver. Pour les nouveaux arrivants, j'explique que l'animatrice Émilie de Vienne a un problème de connexion, qu'elle est en train de voir avec Maguelone comment fonctionner et si vraiment c'est pas possible, bah, je ferai la conférence toute seule, les questions et les réponses, et vous m'aiderez avec vos questions. Bonsoir. Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. On attend encore 5 minutes et si Émilie n'arrive pas à se joindre à nous pour animer, eh bien je commencerai. Comment ça fait quoi? Pardon? J'ai pas entendu. Quelqu'un a parlé, mais j'ai pas entendu. Je suis en contact par SMS avec Émilie. J'ai toujours ce problème de connexion, donc j'attends encore 1 minute et on commence à 35 et j'espère qu'elle va réussir à nous rejoindre. Bien, mais écoutez, je vais commencer. Excusez-moi, j'ai un petit problème de trachéite, donc j'espère que vous m'entendez bien malgré ça. Donc, je me présente, je suis Hélène Vecchiali, j'ai été à l'ASF Coach titulaire jusqu'à il y a un mois. Et il y a un mois, j'ai arrêté toutes mes activités professionnelles pour cause de... Alors, retraite, c'est un mot qui me plaît pas beaucoup, mais ça parle à tout le monde, donc on va dire retraite. Cependant, je continue mes activités d'autrice avec passion. Donc, on va ensemble, je vais vous parler de mon dernier livre, La tragédie des sauveurs, et surtout en mettant l'accent sur qu'est-ce que ça veut dire pour nous, les coachs, cette position de sauveur. Euh, je vais décliner un petit peu ce que je souhaiterais vous dire et de façon suffisamment courte pour que vous puissiez après poser des questions et participer. Euh, D'abord, pourquoi j'ai écrit ce livre? Eh bien, parce que je suis une sauveuse repentie.
J'ai longtemps été dans la position de sauveuse qui avait pour objectif. J'ai compris. Voilà, Ah, ça devrait aller. Ouf, merci Maglone, et puis on te souhaite une bonne soirée. Émilie? Merci, au revoir. Alors, Émilie, je te dis où j'en suis. Je viens de me présenter Est-ce et que tu as dit que j'étais une lectrice émérite, que tu es une grande membre de chez nous, que tu as été ambassadrice? j'étais en train d'expliquer pourquoi j'ai écrit ce livre et j'allais ajouter qu'il y avait un témoignage extraordinaire dans ce livre qui était le témoignage d'Émilie. Mais Est-ce que Sauveur sauvé, bonne question aujourd'hui, mais bon, c'est voilà. d'actualité. Donc, Pardonnez-moi en tout cas, mais il y a eu un souci de connexion. je passe la main à Émilie qui va animer ce débat, ce qui m'arrange bien. Bon, ben, encore une fois, je vous présente toutes nos excuses, mais il y a eu un petit micmac d'organisation. Mais bon, on va y arriver. L'essentiel, c'est d'être tous ensemble. Alors déjà, évidemment, je voulais dire merci à Hélène parce qu'en ce moment-ci, elle est très sollicitée dans toutes ses promotions. Peut-être même que vous l'aurez écouté ou vous l'écouterez, notamment sur Métamorphose. C'est quand même pas rien du tout. Voilà, donc c'est une bonne nouvelle. Donc oui, ben, nous, on était contents de t'accueillir déjà comme membre de chez nous, ambassadrice, je le disais. Tu es par ailleurs, donc, coach, bien sûr, psychanalyste, une auteure foisonnante. Alors moi, j'en ai sorti quelques-uns. Voilà. Donc le premier par lequel je t'ai connue, c'était Guerre et paix chez les psys. Oui, il y en avait un avant. Voilà, mais moi, c'est celui par lequel on s'était connus. Ah, c'est Il y vrai. a eu aussi le Ainsi soit-il. Oui, le premier, oui. Après, il y avait eu celui sur les pervers, mais celui qui va nous... Puis il y en a eu beaucoup d'autres. Celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui-là. Et moi, ce qui m'avait donné envie qu'on t'accueille, c'est... J'ai trouvé l'angle intéressant. C'est-à-dire que Sauveur, nous, on a tous un petit réflexe de coach en mode Cartman. Et là, Cartman, sincèrement, tu lui fais sa fête, hein. Voilà, il y a 3 lignes. Et ce qui est intéressant, c'est ce côté tandem sauveur-sauvé qui n'est pas étudié d'habitude. Qu'est-ce que c'est ce bidule qui se joue? Donc, si ça vous convient, voilà un petit peu comment on a prévu d'organiser notre temps d'échange tous ensemble. C'est d'une part donc que Hélène nous explique un peu ce qu'elle entend, donc le pourquoi du livre, ça apparemment, tu l'as fait. Ce qu'elle entend par l'idée du sauveur, premièrement, et quelle tragédie, c'est quoi sa tragédie, ce pauvre sauveur? Et quelques exemples, j'imagine, pour illustrer. On va faire la même chose du côté des sauvés. C'est qui ces sauvés? Qui sont-ils? Et pourquoi une tragédie? Je me suis laissé en dire, parce qu'on a quand même évidemment l'occasion de parler toutes les deux, que le terme syndrome, là, ça va t'énerver très vite. On ne veut pas de syndrome, on va parler de tragédie, donc pourquoi? Et puis très vite, on va rentrer dans le sujet qui nous concerne plus, nous les coachs. Qu'est-ce que ça vient faire pour nous? Est-ce qu'on est des sauveurs? Est-ce qu'on est des sauvés? Est-ce qu'on est un peu l'un? Est-ce qu'on est un peu l'autre? Qu'est-ce qu'on fait de la matière que tu nous apportes dans notre pratique? Et puis peut-être aussi dans tout le travail et de supervision et de travail sur nous que l'on peut envisager. Et comme on terminera sur une note assez positive, on verra qu'il est quand même possible de passer du sauveur compulsif au sauveur sain, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Par ailleurs, ce que je vous suggère, je vais me régler mes petites conversations. Et comme ça va me permettre de régler au fur et à mesure, quand vous aurez des questions, des interventions ou autres, de pouvoir les noter et puis d'intervenir avec Hélène. Il y a juste un truc, c'est que réaction, tac, participant, tac, mais à vous voilà, est-ce que je vais... Sauf que je ne vois pas mes petites... Mon chat, bah voyons, où il est? Normalement, je devrais l'avoir discuté. Ça devrait le faire. Voilà, discuter, j'ai compris. Et voilà, donc normalement, si vous me parlez, je devrais pouvoir vous voir. Donc, tu as dit pourquoi tu l'écrivais. Alors, ce sont qui ces fameux sauveurs? Eh bien, ce sont des personnes qui, dans mon livre, hein, alors déjà, j'explique qu'il y a 3 sortes de sauveurs, les sauveurs pathologiques, les sauveurs sains et au milieu, ces sauveurs dont je parle, qui sont des sauveurs compulsifs. Apparemment, il doit y en avoir beaucoup, puisque dans mon entourage et dans les médias, à chaque fois que j'en parle, tout le monde me dit la tragédie des sauveurs. Ah, c'est tout à fait moi. Donc, j'imagine que ça parle à beaucoup. Ces sauveurs compulsifs, ce sont des personnes qui ont une compassion excessive à l'égard de ceux qui sont en souffrance
avec la passion indispensable de les sauver dans toutes les situations possibles, quelquefois même lorsqu'ils l'ont pas demandé. D'ailleurs, je commence mon livre en racontant l'histoire de Louveteaux qui arrivent en retard à leur réunion et qui sont griffés, échevelés, des habits déchiquetés. Et donc, le chef Louveteaux leur dit, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Et ils disent, bah, chef, on a fait une BA. Et le chef Louveteaux leur dit, mais pourquoi vous êtes dans cet état-là? Mais on a aidé une vieille dame à traverser. Mais ça me dit toujours pas pourquoi vous êtes dans cet état-là, échevelé, griffé, les habits déchirés. Il dit, mais c'est parce que la vieille dame voulait pas traverser. Donc, on voit de façon humoristique, quelquefois, ces sauveurs saints, pardon, ces sauveurs compulsifs ont le goût du sauvetage, quelquefois, même lorsque l'autre l'a pas demandé. Et je rebondis sur ta question sur le syndrome. C'est vrai, même si dans mon livre, j'ai un chapitre sur le syndrome du sauveur, je l'ai écrit par respect pour un livre qui avait été écrit qui s'appelait Le syndrome du sauveur, mais moi, tout le livre est plein de tendresse et de bienveillance envers ces sauveurs. Et en aucun cas, il ne s'agit d'un syndrome, parce qu'un syndrome, c'est plusieurs symptômes réunis. Donc, c'est quelque chose de pathologique. Or, ces sauveurs compulsifs, ils ne sont pas du tout pathologiques, ils sont juste dans une répétition de quelque chose, on y reviendra, qui leur tient à cœur avec beaucoup de générosité. D'accord. Pardon. As-tu dans ta pratique, peut-être même donc de coach, parce que comme ça on va déjà commencer à centrer vers nous, des exemples de sauveurs tels que toi tu l'entends? Après on va s'attaquer à nos sauvés, puis à ce fameux tandem des deux. Qu'est-ce que ça pourrait t'inspirer comme exemple dans ta pratique, par exemple? Dans ma pratique, j'ai surtout vu en supervision. Mhm. Euh, j'ai fait pas mal de supervision et ma première question était pourquoi vous faites du coaching? Donc j'avais des premières réponses très lisses et très jolies. Et puis en creusant un peu, j'essayais de comprendre, de les aider à comprendre ce qui les avait amenés à être dans cette logique de coach. Et là, je commençais déjà à percevoir des premières tragédies pour les jeunes coachs en particulier. C'est-à-dire, la toute première tragédie, pour moi, c'est que les sauveurs savent sauver. Donc, ça paraît bizarre, mais on n'a pas le titre de sauveur si on ne sait pas sauver. Et si on sait sauver, du verbe savoir sauver, eh bien, ça veut dire qu'on a commencé très tôt. Et que souvent, dans l'enfance, eh bien, on a dû sauver un père dépressif, une mère alcoolique, un frère handicapé, une tante en deuil, et puis quelquefois des choses moins graves, mais des parents qui étaient obsédés, eux, par le sauvetage, c'est-à-dire des parents qui passaient leur temps à être bénévoles dans tout un tas d'associations. Et donc, voilà. Donc ça, c'était vraiment le premier point à mettre en avant auprès des apprentis coachs ou des jeunes coachs, parce que c'est important de repérer l'origine de sa vocation. La deuxième tragédie, j'en citerai que trois, hein. Donc la première, ils savent sauver. La deuxième, ils ont inconsciemment le besoin ardent d'être aimés. C'est-à-dire, je sauve parce que peut-être je vais grappiller quelques gouttes d'amour. Et ça, malheureusement, c'est une tragédie parce qu'ils ne récoltent jamais d'amour. Ils récoltent de l'admiration, de la reconnaissance, de la gratitude, mais jamais d'amour. Et la troisième tragédie, j'en cite 11 dans mon livre, la troisième, c'est que ce duo sauveur-sauvé se termine toujours en duel, c'est-à-dire que quand le sauvé commence à s'émanciper, le sauveur, pour qui c'est une identité de sauver, ben, commence à être un peu inquiet. Et puis, lorsque le sauvé sent que le sauveur est un peu trop présent, eh bien, lui aussi commence à être inquiet et quelquefois, on arrive au conflit. Donc là, on commence à avoir déjà un premier tableau, pardon, de ce que peut être notre sauveur. Est-ce qu'on peut maintenant regarder son binôme, si je puis dire, et regarder du côté du sauvé? Comment l'entends-tu, ce sauvé, dans ton livre?
Oui, je donne une petite précision. Tout à l'heure, on a parlé du triangle de Karpman, parce que moi, j'ai fait une formation au triangle de Karpman, puis une formation au nouveau triangle de Karpman, et qui est vraiment un triangle excellent dans les jeux de rôle de façon plutôt ponctuelle, et en particulier dans les entreprises, c'est important de les repérer. Moi, c'est pas mon sujet, je cite, mais c'est pas mon sujet, comme tu le disais si bien. Moi, mon sujet, c'est ce duo, c'est ce huis clos entre quelqu'un qui veut sauver et l'autre qui est en position de victime, qui a vraiment besoin d'une grande aide. Pour ce qui est des sauvés, je vais citer que deux tragédies, hein, il y en a d'autres, mais la toute première, c'est la dette. C'est-à-dire que ces sauveurs, ils viennent pas sauver juste parce que quelqu'un s'est cassé un ongle ou a une épine dans le pied. Ils viennent sauver parce qu'il y a un divorce, parce qu'il y a un licenciement, parce qu'il y a un burn-out. Ben, c'est souvent des choses très lourdes. Et à ce moment-là, le sauver, quand il commence à aller mieux, eh bien, il se rend compte qu'il a une dette, mais qui est immense, parce qu'il conçoit qu'on lui a sauvé la vie. Donc, comment rembourser quelqu'un qui vous a sauvé votre vie? Donc, il est englouti par la dette. Et d'ailleurs, je fais référence à Marcel Mauss, qui est un anthropologue célèbre, qui a étudié justement la logique du don dans les sociétés primitives. Et il explique combien il y a une obligation donc, de donner, une obligation de recevoir, mais surtout une obligation de rendre. Et si on ne peut pas rendre, il y a l'impression d'être esclave de cette dette. La deuxième tragédie pour le sauver, c'est la perte de dignité, c'est-à-dire l'impression d'avoir perdu sa dignité devant quelqu'un, une impression d'avoir déchu avec un témoin. Et donc ça, c'est difficile. D'ailleurs, je raconte une anecdote que j'avais trouvée sur un humoriste qui racontait que quand il était chez lui, il habitait dans une HLM, et sa mère faisait régulièrement à manger un peu plus que de coutume pour pouvoir donner à manger à une famille qui était proche de la leur, une femme seule avec 3 enfants. Et de temps en temps, elle disait à son fils, va demander du sel à la voisine. Et le fils disait, mais n'importe quoi, on a plein de sel à la maison. Oui, oui, mais va lui demander du sel, ça va lui rendre un peu de dignité. Donc voilà, cette histoire de dignité, elle est importante. Bon, bah, très intéressant aussi comme exemple et une jolie métaphore que nous, on pourrait utiliser même en séance de comment je peux obtenir. Peut-être qu'on peut faire là une résonance aussi avec notre coaching solidaire quand on en fait et que malgré tout, on va demander à la personne au moins de payer, je sais pas moi, le café si on est dans un café ou de nous apporter. Moi, j'ai un souvenir comme ça. Quand j'étais dans le sud, j'avais 2 chats et mon bureau était à mon domicile. Et je me souviens d'une dame en coaching solidaire qui, à la fin, pour me remercier, m'avait fait un très très beau dessin de mes 2 chats. Donc voilà, c'est une illustration parmi d'autres. Peut-être en avez-vous et vous pourrez en témoigner, bien évidemment, hein. J'attends de voir si j'ai des commentaires. Pour le moment, je n'en lis pas dans le chat, mais n'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit. Sinon, vous levez la main et puis nous prendrons vos remarques ou observations avec plaisir. On peut peut-être commencer à être aussi, travailler peut-être ce tandem maintenant qu'on a vu chacun des participants, des parties prenantes. Donc, j'ai trouvé ça joli, cette formulation hein, qu'on retrouve aussi, qui est du duo au duel. Il y a aussi beaucoup d'humour dans ton livre avec certains sauveurs célèbres, au nombre desquels Jésus notamment. Alors, je ne sais pas si déjà la presse a réagi autour de ça depuis que ton livre est publié, surtout Non, dans la période que l'on vit. Pour le moment, c'est resté neutre. oui, Bon, parce que tu en as cité quand même un certain nombre, hein. Alors, on a lui, on a qui? On a Gandhi, Martin Luther King, Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, Tu vises large hein, quand même. oui, Voilà. Donc, c'est Abraham Lincoln. voilà. Donc, il y en a quand même pas mal, Oui, voilà. des célèbres. Voilà. Donc, je trouvais J'explique pourquoi c'est en annexe, hein, j'ai 5 ou 6 sauveurs en annexe, un sauveur célèbre. Je fais un parallèle entre les sauveurs compulsifs de mon livre et ces sauveurs de masse, en expliquant que ce qui les rapproche, c'est une enfance où ils ont très tôt été confrontés aux rudesses de la vie, à la réalité dure de la vie, qu'ensuite ils ont passé toute leur vie à se sacrifier pour l'autre, et puis que ça se termine mal. Donc, pour les sauveurs compulsifs, heureusement, c'est juste de la douleur psychique. Et en revanche, pour les sauveurs de masse, ils sont tous morts.
sauf Malala, une jeune Pakistanaise qui a quand même reçu une balle dans la tête et qui devait mourir, mais heureusement, elle a pu être sauvée. Donc c'est pour ça que j'en parle, je fais ce parallèle dans ces parcours. Qui est intéressant et peut-être même qui pour nous, même dans un exercice de coaching, pourrait dire, inviter un client à nous dire, et vous, qui serait votre sauveur idéal? Puis après, tu peux tirer un fil. Donc, ça peut aussi nous donner des billes, je Oui, trouve, tout à fait. qui sont intéressantes. Il y a plusieurs choses, évidemment, qu'on avait relevées, puis on va venir sur encore plus, nous, comment s'approprier hein, ta théorie, peut-être pas, mais en tout cas ton angle et ton approche. Et puis on verra comment passer, hein, on l'a dit, du compulsif au sauveur sain et on continuera de pouvoir prendre vos remarques quand il y en aura. Ce que je trouve intéressant, notamment, tu nous parles, page 115, de l'idée de se guérir avant d'aider, ce qui me semble quand même très important et qui revient sur un des fondamentaux de notre association, autour d'un travail thérapeutique significatif, autour d'un travail de supervision. Et ça revient sur l'exemple que tu donnais de coach que tu supervises et où tu dis d'abord qu'est-ce que vous faites là et pourquoi vous faites ce métier et ne nous trompons pas d'histoire et Oui, de genèse de notre engagement. Tu nous fais une petite allusion à Jung et je t'ai confessé que c'était une grande surprise pour moi quand j'ai découvert l'ensemble de ton ouvrage, sachant que tu étais peut-être plus d'obédience freudienne que jungienne. Donc, l'idée du guérisseur blessé que j'ai retrouvé chez toi, ça j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et tu balais quand même très très large puisque, et ça c'était page 131, tu nous parles du jeune apprenti chaman. Donc, tu as quand même, et ça je trouve que c'est une grande qualité de ton livre aussi, élargi vraiment ta réflexion, ce qui fait que chacun peut après aller selon son cadre de référence, selon sa culture, selon sa sensibilité, chercher différentes façons d'éclairer ton propos. Donc, je trouvais que c'était intéressant et j'avais envie qu'on le partage aujourd'hui avec toi. oui, je raconte l'histoire dans ce point qu'on est en train de faire sur il faut se soigner avant de soigner les autres, hein, tout ça pour aller tout doucement vers les sauveurs saints. Je raconte l'histoire d'un apprenti chaman qui a son maître qui lui explique qu'il qu'il y a des règles et qu'en particulier il ne peut soigner personne tant qu'il n'est pas lui-même guéri, et que c'est important. Et le jeune apprenti rencontre quelqu'un qui boite et qui se plaint parce qu'il boite. Et le jeune chaman, faisant fi des conseils de son maître, met tout en œuvre pour guérir cette personne qui boite et la personne guérit. Et donc le jeune chaman, tout fier, retourne vers son maître et lui dit, eh ben voilà, hein, soi-disant, il fallait attendre la fin, mais moi, ça y est, la personne ne boite plus. Et à ce moment-là, son maître, le chaman, lui dit, marche un peu pour voir. Et le jeune chaman marche en boitant. Donc on voit bien que quand on n'est pas au clair avec soi-même, eh bien, quand on va soigner les autres, ça ne va pas être sans dommage pour les autres et pour soi. Par ailleurs, on sait, les psychanalystes sont tenus, et les psychothérapeutes aussi, mais les psychanalystes plus particulièrement, la condition nécessaire, qui n'est pas suffisante, c'est d'avoir soi-même fait sa propre psychanalyse pour pouvoir avoir avancé dans sa guérison, entre guillemets, et dans la clarté de soi-même, dans une meilleure connaissance de son intériorité, avant de pouvoir accueillir des personnes pour pouvoir les aider. Donc c'est vraiment indispensable. Tu as toi-même glissé Coach, tranquillement vers la transition. je termine avec les coachs. Vas-y. Et donc je reviens sur mes supervisions. Et c'est vrai que de travailler, avant d'être coach, d'avoir quand même fait un travail sur soi, et puis en supervision, d'être capable de bien expliquer les raisons qui amènent à être coach, eh bien c'est très aidant. Et dans mon livre, j'explique quand même de façon très claire qu'il me semble que tous les métiers d'aide ont une origine, on y reviendra sans doute tout à l'heure, ont une origine dans cette enfance où on a commencé très tôt, quoi. On est tombé dans la marmite assez tôt du soutien et de l'aide, hein, pas forcément des choses tragiques, mais quand même d'être là pour l'autre et attentif à l'autre. Très bien, merci beaucoup déjà de cette partie-là et tu l'amenais tout à l'heure allègrement pour que l'on glisse doucement sur donc cette heureuse nouvelle qui fait qu'on peut passer quand même du sauveur compulsif à notre sauveur sain. Alors comment nous nous y prenons?
je dirais, les sauveurs en général et les sauveurs coachs qui se soignent en particulier? Alors, quelque chose de tout simple, mais c'est que d'abord, il faut le vouloir. Et dans ce chemin, dans la partie chemin de guérison, je commence en racontant une histoire vraie qu'un ami, Hervé, m'a confiée. Donc lui, il habite à Paris, sa mère habite dans le sud, Jeanne, et sa mère a maintenant 87 ans. Et donc, il me raconte que Jeanne, depuis qu'elle est mariée, elle s'est mariée très tôt, à 18 ans, et bien depuis qu'elle est mariée, elle sauve. Et c'est son identité. Donc, elle a sauvé son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, ses oncles, ses tantes, ses cousins. Et en particulier, ils avaient un tout petit appartement. Il est fils unique, donc ils avaient un tout petit appartement. Et ils étaient tous les trois dans l'appartement avec juste une chambre. Et malgré ça, elle faisait venir toute la famille. Puis ils ont eu une maison, elle a fait venir toute la famille. Enfin bref. Et puis, quand malheureusement son mari est décédé, que tout le monde est parti, que lui est parti, enfin, et maintenant, elle a 87 ans, et voilà, elle est toute seule dans cette grande maison. Donc son fils, un jour, l'appelle de Paris et lui dit, tu sais, maman, tu t'es dévouée pour tout le monde tout le temps, eh bien, je t'offre 15 jours de vacances. Voilà, ça me ferait un plaisir immense que tu souffres, tu l'as bien mérité, je t'invite, on part 15 jours. Et Jeanne, sa maman, lui dit, ah mais non, je peux pas. Je soigne 5 chats, et donc ça, c'est juste pas possible. Il n'y a que moi qui sais bien les soigner. Et son fils lui dit, mais j'ai jamais entendu parler de ces chats. Il me dit, non, non. Mais au début, je suis allée au portail, à l'extérieur, j'ai mis une gamelle avec de la nourriture. Et il y a des chats qui sont venus. Donc après, j'ai rentré, j'ai fermé le portail. Et maintenant, ils sont dans la maison et juste dans le jardin. Ils ne bougent pas et c'est moi qui les nourris. Et je suis la seule à pouvoir m'occuper d'eux. Donc, on voit bien que cette femme, si on lui avait dit, mais on va vous enlever votre identité de sauveuse, elle en serait morte parce que pour elle, c'est sa vie. Alors, elle se plaignait de temps en temps d'ingratitude, mais ça fait rien. C'était vraiment sa vie. Donc, il faut d'abord que les gens le veuillent. Alors, si on est coach, c'est évident qu'il faut vraiment vouloir. Si on est sauveur compulsif, il faut vraiment vouloir sortir de cette logique parce que là, on va faire du mal à nos clients et on va se faire du mal à soi-même parce que ça va être trop compliqué. On ne va pas pouvoir du tout aider correctement. Donc, si je devais résumer ce que c'est qu'un sauveur sain, eh bien, c'est, je le disais tout à l'heure, en priorité, se soigner soi-même pour pouvoir aider l'autre. D'ailleurs, j'ai un exemple qu'on connaît tous, c'est les hôtesses de l'air dans les avions, qui nous expliquent comment ça se passe en cas d'incident, et puis qui disent, en cas de dépressurisation de l'appareil, un masque va tomber. Si vous avez des enfants, mettez d'abord le masque et ensuite seulement mettez-le à votre enfant. Donc là, on ne peut pas faire plus clair. Il faut vraiment soi-même être bien. Donc, c'est se soigner soi-même, c'est faire très clairement la différence entre proposer son aide et l'imposer. Je pense au loup-taux de mon introduction. C'est aussi tout un tas de prises de conscience, donc de l'origine du problème, c'est-à-dire repérer que petit, on est tombé dans cette marmite. C'est également bien comprendre qu'on ne recueillera jamais d'amour. Que sauver comme ça de façon excessive, eh bien, on ne récolte pas cet amour-là. Et puis, c'est aussi, alors je donne plein de prises de conscience, donc j'en donne que quelques-unes ici. C'est aussi quelque chose qui est très fort, c'est le conflit de loyauté qu'on a quand on est sauveur compulsif et qu'on réussit à sauver, puisqu'on est sauveur, et que tout d'un coup, on se dit, mais je veux continuer à sauver, mais je veux arrêter de sauver. Mais c'est quand même difficile, parce que comme j'arrive à sauver, j'ai un conflit de loyauté, parce que comment je vais faire si j'arrête de sauver? Ça va être terrible pour tous les gens que je voudrais sauver. Donc, il y a ce travail à faire sur soi pour comprendre que on va pouvoir continuer à aider et pas forcément sauver, et puis que on va être plus sain dans nos propositions que dans nos impositions. Très bien. Peut-être une question, regarde cela et de ton expérience. Est-ce que, un petit peu comme Kubler-Ross, on peut repartir en arrière dans notre cycle du deuil? Est-ce que parfois on peut rechuter? Est-ce qu'un sauveur sain peut rechuter et redevenir un compulsif, par exemple? Ouais, s'il est bien soigné, non. Maintenant, ce qui peut arriver, c'est qu'un sauveur sain
tout d'un coup soit dans l'obligation de sauver plus que ce qu'il voudrait, parce que, moi je donne un exemple personnel, hein, où j'ai une amie qui m'a appelée et qui était au bord du suicide. J'ai pas réfléchi en me disant je suis sauveuse saine maintenant, donc qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, je l'aide pas. Bien évidemment, j'ai sorti ma panoplie et tout ce que je savais faire j'y suis allée. Et puis quand j'ai réussi à l'aider, à sortir la tête hors de l'eau, etc., à ce moment-là, je lui ai dit, tu sais, maintenant, ça serait bien que tu ailles voir quelqu'un, parce que moi, ma mission, elle s'arrête là. Je serai toujours là pour toi. S'il y a quoi que ce soit, s'il y a une urgence, je serai là. Mais si on doit rester amis, il faut impérativement que tu ailles voir quelqu'un, ce qu'elle a fait. Et donc, on a des relations aujourd'hui qui n'ont rien à voir avec tout ça. Très, très bel exemple également. Mais écoute, je pense que pour le moment, en tout cas pour ce qui est de l'exposé de l'ensemble de ton travail, on a déjà, je pense, un bon aperçu. Et sauf si la technique nous joue des tours, je n'ai pas vu d'intervention dans le chat. Donc peut-être les réserviez-vous pour maintenant. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi lever la petite main ou intervenir. Et puis, Hélène dispose de tout son temps pour répondre à vos questions ou remarques, ou peut-être avez-vous des témoignages, des commentaires. Enfin bon, dites-nous ce que vous avez envie de nous dire. Mais si vous voulez, pendant que vous réfléchissez, je vous raconte une anecdote. Donc, dans mon Le livre, chat fonctionne. Parfait. Merci, Karine. je parle des sauveurs saints et des sauveurs compulsifs, etc. Donc, vous l'avez bien compris. Et puis, dans les sauveurs saints, c'est là où j'ai eu l'honneur d'interviewer Émilie sur son métier de coach. J'ai interviewé avocats, médecins urgentistes, chirurgiens, pompiers, etc. Mon hypothèse étant que tous ces gens-là avaient forcément eu dans leur enfance la nécessité d'aider, de sauver. Tous les enfants qui ont eu des difficultés ne deviennent pas des sauveurs compulsifs, mais je fais l'hypothèse que la majorité, voire la totalité des sauveurs compulsifs ont eu à faire ça dans leur enfance, et puis sont devenus ensuite des sauveurs saints, et donc j'interviewe ces sauveurs saints. Et j'interviewe donc Émilie, un avocat, etc. Et Émilie, s'il n'y a pas trop de questions, peut-être pourra nous donner sa propre expérience. Et donc j'interviewe la dernière personne que j'interviewe, c'est un chirurgien, Robin. Et là, il me raconte que non, un homme qui a 67 ans, il me raconte que non, que tout va bien, que dans son enfance impeccable, des parents impeccables, non, ça vraiment. Et donc, j'ai beau creuser, il n'y a rien. Et je me dis, bon, c'est l'exception qui confirme la règle. Et puis, comme je l'avais en interview, je me dis, bon, continuons. Et je lui dis, mais votre enfance alors, comment ça s'est passé? Vos parents? Est-ce que vous avez des frères, des sœurs, etc. Et tout d'un coup, il me dit, ah, j'ai un frère aîné, mais qui est mort très, très jeune, tout petit, très tôt. Je lui dis, ah bon, je suis désolée, qu'est-ce qui lui est arrivé? Ah, ben, c'est à cause de sa naissance, parce que au moment où il est né, eh bien, l'accouchement s'est très, très mal passé. Et donc, il s'est retrouvé handicapé, il est mort peu de temps après. Et là, je lui dis, mais c'est terrible. Il me dit, oui, on était à l'étranger, c'était il y a 70 ans, donc il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui. En plus, on était en Afrique, et donc voilà. Et là, tout d'un coup, je lui dis, mais qu'est-ce qui aurait pu sauver votre mère? Ben, sa mère et le bébé, bien sûr, mais sa mère est restée vivante, mais avoir un enfant qui décède, ça l'a cassé pour le reste de sa vie. Donc je lui dis, mais qu'est-ce qui aurait pu sauver cet accouchement? Et il me dit, un chirurgien. Et là, il y a un silence. Moi, j'ai la chair de poule. Lui, il est sidéré. Et tout d'un coup, il me dit, mais vous croyez que c'est pour ça que je suis devenue chirurgien? Je lui dis, non, non, moi, je crois rien, je crois rien. Il n'y a que vous qui savez. Et c'était vraiment très émouvant, quoi. Bien sûr. Alors écoute, il y a des réactions qui ont commencé à effectivement venir. Alors d'une part, nous avons Mireille qui nous dit quels sont les signes de vigilance qui nous alertent sur le fait que nous glissons vers la position de sauveur. Et je t'en donne une deuxième pour la route, mais je pourrais y revenir. Cette fois-ci, c'est Karine qui nous dit qu'elle trouve ton propos très intéressant et qu'elle tique un peu sur l'association des mots sauveur et saint. Donc, on peut peut-être commencer sur les points de vigilance et puis on verra après l'association Sauveur et Saint. D'accord. Alors, les points de vigilance,
c'est quand soi-même, tout d'un coup, on a l'impression d'être Superman, quoi, hein. Je pense que physiquement, on sent quand tout d'un coup on marche au-dessus du sol ou on marche sur l'eau ou on est dans cette logique-là. Et puis, ça, c'est par rapport à soi. Et par rapport à l'autre, c'est quand nos clients, hein, je parle de coaching, là, quand nos clients nous remercient trop. Quand nos clients sont Ah, mais sans vous, je ne pourrais pas vivre. Mon Dieu, mais c'est extraordinaire. Mais vous m'avez sauvé la vie. Ou, enfin, de la gratitude excessive. Et à partir de là, on doit se questionner et être vigilante et vigilant parce que ça veut dire qu'à un moment, on a été trop loin. C'est aussi des clients qui nous offrent beaucoup de cadeaux. C'est-à-dire des clients qui, presque à chaque fois qu'ils viennent, je parle de coachs que j'ai eu en supervision et à qui régulièrement on offrait une boîte de chocolat, un bouquet de fleurs. Là, il y a quelque chose qui cloche si on a tant besoin de manifester sa gratitude. Donc voilà. Je viens à la deuxième question, sauveur saint. Dans mon livre, je parle beaucoup plutôt de aidant saint. Mais si je mets sauveur saint, c'est parce que je voulais faire une symétrie entre sauveur pathologique, sauveur saint, sauveur compulsif. Donc, sauveur saint, c'est sûr que pour le coaching, j'utiliserai plutôt aidant saint. Mais dans la vie de tous les jours, il me semble qu'au moment où, par exemple, où j'ai aidé mon amie qui était au bord du suicide, j'étais plus sauveuse saine que aidante saine. Parce que là, tout d'un coup, il y avait une urgence. C'est-à-dire que pour moi, sauveur, c'est quand il y a une urgence. En coaching, on n'est pas confronté à ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas chirurgien cardiaque. C'est rare qu'on intervienne pour sauver quelqu'un physiquement ou même moralement. On va être plutôt des coachs qui ont fait ce vrai travail sur eux, et il y en a heureusement énormément, sont plus des aidants sains. Mais merci pour cette remarque, elle est pertinente. Après, on pourrait dire qu'effectivement, on fait tous partie de cette grande famille des métiers de l'accompagnement, et qu'en Oui, fait, on serait un accompagnateur sain quelque part. oui. Ça t'irait aussi? Je préfère, Un peu moins. Tu préférais aidant quand même, plutôt centré relation d'aide. aidant, je veux dire par là que quand même, quand nos clients viennent nous voir, ils ont un problème. Ils ont quelque chose qui les tracasse et alors c'est sûr qu'on les accompagne, mais enfin, il me semble qu'on est quand même dans une relation d'aide. Après, chacun trouve son mot. L'important, c'est que ce mot soit sain. Voilà. Très bien. Et que chacun, voilà, s'il y en a qui se sentent plus à l'aise avec accompagnant, aidant, soutien, enfin, l'important, c'est que on Ce sache soit sain. ce qu'on fait. Voilà, qu'on sache. Très bien. On va continuer de dérouler nos petites questions et vers la fin, je vous donnerai quelques infos sur notre association avant que nous nous quittions. On a de la marge encore, mais je vous annonce la suite du programme. Donc là, nous avons Loïc qui nous dit quels sont les indicateurs qui permettent de savoir que je suis guérie et apte à être, tac, 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 et voilà, ça vient sauter, et apte à être un sauveur sain pour des personnes qui auraient besoin d'aide. Donc, je te répète, hein, quels sont les indicateurs qui permettent de savoir que je suis guérie et que je suis donc apte à être un sauveur sain pour des personnes qui auraient besoin d'être aidées? Alors, j'ai une bonne nouvelle, j'ai un quiz dans mon livre. Oui, Euh, c'est vrai. voilà. Alors après, le problème, c'est que la correctrice, à la dernière minute, a voulu changer l'ordre des questions et elle n'a pas pensé à changer l'ordre des réponses. Mais comme c'est séparé, j'ai des questions au début du livre et puis à la fin, il y a les réponses. Il y a des personnes qui ne s'en rendent pas compte. Ceci étant, euh, on le repère, c'est toujours pareil, hein. Moi, je crois vraiment à la force de notre corps et à la force, j'allais dire, de notre esprit et même de notre inconscient. C'est-à-dire quand on est avec nos clients, quand on a trouvé la juste attitude, quand on a trouvé les justes comportements, quand on a trouvé les paroles justes, euh, quand on a su écouter de façon juste, eh bien on se rend compte que la façon dont ils font leur retour, eh bien c'est sain. C'est-à-dire que il y a vraiment quelque chose qui se passe. Alors,
c'est important quand même de dire en coaching que peut-être je vais un peu plus loin dans le raisonnement. Et j'en reviens toujours à ces personnes que j'ai eues en supervision, qui pensaient qu'il fallait se taire du début jusqu'à la fin. C'est la même chose pour les psychanalystes qui pensent qu'il faut se taire complètement et laisser les gens dans le silence absolu, et que ça, c'est un bon comportement d'aidant sain. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça, même en tant que psychanalyste. En tant que psychanalyste, si les patients venaient me voir en disant il pleut, les cheveux poussent, la pluie mouille, c'est certain que je me taisais parce qu'il n'y avait rien. C'était des paroles vides. En revanche, s'ils arrivent en disant ma grand-mère s'est cassé le col du fémur, j'en ai pleuré toute la nuit, etc., là, on va pouvoir discuter. Mais je pense que c'est pareil en coaching. Il ne faut pas non plus être trop humble. C'est une autre façon d'être sauveur, j'allais dire, c'est-à-dire en pensant qu'on n'y est pour rien, que c'est l'autre qui a tout fait. C'est un tandem. C'est un tandem où nous, on fait moins, mais où on est là pour aider. Donc, je pense que si on a la juste position, qui est, c'est mon métier, je sais le faire, je fais attention à ce que je fais, je suis au clair avec ce que je fais, je connais le cadre, je suis plus dans l'écoute que dans la parole, mais de temps en temps, et quand c'est approprié, je parle. Et si j'ai une parole juste, ça va avoir un impact. Ben, ça veut dire que je suis aidant sain, mais que je ne suis pas invisible ou effacée. Voilà. Je crois qu'il faut arriver à trouver le juste milieu. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Loïc, dites-nous. La question, c'est quand je suis en face d'un client, il y a des choses qui remontent, qui font naître en moi une gêne parce que je ne suis pas guéri de ce qui remonte, en fait, et comment je vois qu'il y a quelque chose à travailler, en fait. Si Je vais vous... voir certainement parce que je suis mal à l'aise corporellement, Oui, voilà, vous voilà. disiez. Mais comment je vais voir qu'est-ce qui a travaillé? Donc, je comprends qu'en supervision, on peut amener le cas et regarder ce qui, dans mon passé ou dans mon histoire, peut être du ressort de cette problématique. Mais est-ce qu'il y a d'autres, donc le corps, est-ce qu'il y a d'autres façons de voir que j'ai besoin de travailler quelque chose, en fait? Ben, les réactions, c'est-à-dire que ça, c'est un bon indicateur hein, quand on ne se sent pas bien. Et puis, les réactions de nos clients. C'est-à-dire que si on dit quelque chose, puis qu'on voit que le client fronce les yeux, ou c'est pas bien, ou fait une remarque, ou dit quelque chose de surprenant, enfin, là aussi, ça va être pour nous un bon indicateur, c'est-à-dire comment ils réagissent, comment ils se comportent. Et puis, la fois suivante, comment ça a travaillé ou ça n'a pas travaillé. Donc ça, c'est où ça peut arriver aussi des clients qui nous protègent, c'est-à-dire qui voient qu'on ne va pas bien et qui tout d'un coup vont se mettre en position de sauveur de nous-mêmes. Donc là aussi, c'est un point d'alerte. Alors, nous avons deux questions qui sont aussi apparues. D'une part, Mireille qui nous dit comment sortir du tandem sauveur-sauvé. Et puis nous aurons également Christine qui dit je ne suis pas sûre d'avoir. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé plutôt du compulsif et du sain. Et Christine attire notre attention. Je ne suis pas sûre d'avoir compris la différence entre sauveur compulsif et sauveur pathologique. Ai-je raté quelque chose? Oui, parce qu'effectivement, je n'ai pas donné de détails, donc vous n'avez rien raté. Sauveur pathologique, c'est ce pyromane, ce pompier pyromane qui est allé mettre des feux dans l'Hérault, 6 départs de feu, et qui après est venu vite les éteindre pour passer pour un héros et pour un professionnel extraordinaire. C'est cette infirmière tueuse, je crois que c'était à Bordeaux, qui avait décrété que certains patients qui étaient un peu âgés, ben, elle allait les sauver parce que franchement, ils étaient âgés et vieux, ils ne servaient plus à grand-chose. Donc, elle les a tués pour les sauver de cette vie qui ne servait plus à grand-chose. Donc, les sauveurs pathologiques, c'est ça. C'est aussi, je donne un exemple d'un médecin que j'appelle Procustien. Procuste, c'était un bandit de grand chemin dans la Grèce antique qui dévalisait les gens et puis après les allongeait sur un lit et il fallait absolument qu'ils aient la longueur du lit. Donc si les pieds étaient trop grands, il les coupait et s'ils n'étaient pas assez grands, il les tirait.
eh bien, il y a des médecins, vous avez dû rencontrer, moi j'en ai rencontré, qui sont des sauveurs pathologiques, c'est-à-dire vous arrivez, ils ne vous écoutent pas et ils vous imposent, vous avez qu'à prendre ce traitement, vous avez qu'à faire ça. Oui, mais là, je suis allergique aux amandes. On s'en fiche, c'est pas trois qui vont vous pourrir la vie. Et puis, vous revenez tel jour à telle heure, et puis c'est comme ça, pas autrement. Donc, tout ça, c'est des sauveurs pathologiques, c'est-à-dire, pour ce qui est de la médecine, ça s'appelle Furor Sonandi, c'est Freud qui en parle, la fureur de soigner. Vous avez des gens qui ont cette fureur de soigner et des coachs, moi j'en ai côtoyé, hein, heureusement rarement, des coachs où j'ai pu arriver après eux dans certaines entreprises et qui avaient fait beaucoup de dégâts avec cette fureur d'aider et d'imposer et de gouroutiser et de sauver de façon pathologique. Très bien, ce qui fait que ça va peut-être nous permettre de revenir à cette autre question qui, elle, était proposée par Mireille et qui nous dit donc comment sortir de ce tandem instauré entre sauveur-sauvé. Eh bien, c'est d'en prendre conscience, c'est-à-dire tout d'un coup de réaliser qu'on a une importance dans la vie de l'autre qui est colossale. Hein, je cite l'exemple d'une femme qui, je vais l'appeler Caroline, et qui dit à sa sauveuse, après un dîner chez elle, en fin de sauvetage, j'allais dire, qui lui dit, tu sais, toi, tu as pris une trop grande importance dans ma vie. Et elle dit une trop grande importance, puis elle se reprend, elle dit une très grande importance. Et là, on entend une trop grande importance, c'est-à-dire quand tout d'un coup, on a des victimes, des sauvés, qui peuvent plus se passer de nous. C'est-à-dire qu'ils nous disent, mais sans toi, je suis rien, mais tu m'as sauvé la vie, une gratitude excessive. Donc, c'est vraiment, quand on est dans cette logique-là, le deuxième point d'alerte, c'est quand on est dans ce duo sauveur-sauvé et que nous, en tant que sauveur, tout d'un coup, on n'en peut plus, puis qu'on dit, là, tu sais, oh, hier, il m'est arrivé un truc, j'étais pas bien, et qu'on a le sauvé qui dit, bah, attends, excuse-moi, mais là, j'ai piscine, faut que j'y aille, et qui se dérobe parce que franchement, les rôles sont répartis. Et la règle du jeu est là, vous êtes sauveur, et l'autre est sauvé, et c'est fini. Je donne comme exemple, on n'a jamais vu un ambulancier qui transporte un patient, et puis qui à un moment s'arrête, se tourne vers le patient et dit, j'en peux plus, là, je me mets derrière, mets-toi devant. Ça n'existe pas. Donc, quand tout d'un coup, on voit que c'est plus réversible et quand tout d'un coup, on voit que l'autre peut plus vivre sans nous. Ce qui reviendrait dans notre métier à ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire revenir au cadre, à chacun, à notre posture et au cadre, en fait. La gouroutisation. La Moi, gouroutisation. j'expliquais tout à l'heure, je crois que tu n'étais pas encore là, que j'ai arrêté mon activité professionnelle de coach il y a un mois. Et j'ai terminé en faisant le coaching d'un directeur général d'une grosse boîte où il y avait un PDG. Et le PDG donc, nous reçoit pour la tripartite de démarrage. Et ce PDG nous dit ah oui, les coachs, c'est important. D'ailleurs, moi, ça fait 20 ans que je suis dans le monde professionnel et j'ai toujours le même coach depuis 20 ans. Moi, je suis tombée de ma chaise. Hein. Donc, ce type-là a un coach, ça fait 20 ans qu'il a un coach. Et d'ailleurs, j'ai pu le vérifier après parce que mon client, donc directeur général d'une boîte à l'intérieur de ce consortium, me racontait qu'ils allaient faire un team building avec la coach du PDG et que la coach du PDG avait dit je ne sais pas quoi et que la coach du PDG, c'est-à-dire jamais sans ma coach, cet homme-là. Et je me dis, mais cette coach, qu'est-ce qu'elle fait, quoi? Quel cadre elle a, quelle éthique elle a, quelle déontologie, enfin. Et cet homme-là, est-ce qu'il a conscience que, enfin, d'une part, il doit se sentir tellement dans l'imposture ou dans le manque de confiance en lui qu'il n'avance pas, quoi. Et que, en plus, il le dit. C'est-à-dire qu'il n'a même pas conscience que de dire ça, ça le dessert. Parce que bien évidemment, dans son équipe, dans son COMEX, tout le monde le percevait comme quelqu'un qui avait besoin d'une béquille. Très intéressant. On s'approche tranquillement de moments où on risque d'avoir des personnes qui vont nous dire au revoir. On n'en y est pas. Juste pour vérifier, y a-t-il d'autres commentaires qui vous viennent à l'esprit en écoutant déjà les partages que nous avons eus?
Moi, j'avais une question, je vous laisse continuer, mais j'avais une question. Maintenant que ton livre est lancé, que tu as fait quand même déjà pas mal de promotions dans différents cercles, que ce soit des conférences, que ce soit des médias, est-ce que tu as observé quelque chose qui étonne plus particulièrement qu'autre chose dans la réflexion que tu nous proposes chez Marabout avec la tragédie des sauveurs? Mais ce que je disais en introduction, c'est que tous les journalistes, tous sans exception, avant ou après, m'ont prise à part en me disant, mais la tragédie du Sauveur, c'est tout à fait moi. Alors moi, c'est complètement moi. Et donc, c'est étonnant parce que moi, quand j'ai écrit ce livre, je pensais toucher euh, un petit pourcentage de la population. Et en fait, je me rends compte que tout le monde se sent concerné. Mais ce que je crois aussi, c'est en poussant le questionnement auprès de ces journalistes, c'est qu'ils sont marqués par l'ingratitude qu'ils ont ressentie. C'est-à-dire que, bien évidemment, que là, je parle des sauveurs du quotidien, pas forcément compulsifs, hein, mais des fois qui vont aider quelqu'un et puis qui sont déçus d'un manque de gratitude. Je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup ce manque de gratitude. Les gens disent oui, mais après tout ce que j'ai fait pour toi, ça c'est une phrase qu'on a beaucoup entendue, après tout ce que j'ai fait pour toi. Et donc oui, c'est assez étonnant. C'est ça qui m'a vraiment le plus étonnée. Ben, merci beaucoup parce que je trouve ça, effectivement, ça fait écho et comme tu sais, comme c'est sorti avec quelques endroits, donc je ne cache aucun secret, mais j'ai été journaliste longtemps et ça fait un peu écho quand même, l'air de rien, ce que tu nous dis. Alors, Karine qui nous dit qu'elle nous remercie. Elle nous remercie des clarifications et des contours et des limites des sauveurs. Pour les coachs, c'est très intéressant pour questionner sa pratique sous cet angle et vérifier nos angles morts, enfin les angles morts de sa posture. Merci, Karine, de faire ce retour. Le temps que chemine votre réflexion ou votre écriture, si vous tapez des remarques sur le clavier, j'avais aussi autre chose qui m'intriguait, c'était, en tout cas moi ça m'est arrivé sur certains bouquins où je me dis ça, ils vont quand même, les gens vont réagir, encore une fois, dans une conférence ou dans une interview, sur tel aspect, et pas du tout. Ils passent à côté de ça et je me dis, mais c'est quand même, pourtant moi ça me semblait bien. Est-ce que tu as déjà un petit peu ce phénomène avec la tragédie des sauveurs ou pas encore, ou peut-être ne l'auras-tu pas d'ailleurs? Mais ce que tu as pointé tout à l'heure, c'est-à-dire que les 5 ou 6 sauveurs de masse de la fin, personne n'en parle. Et ils sont, oui, les deux principales remarques, c'est celle que j'ai dite tout à l'heure, c'est-à-dire on est tous sauveurs et avec de la tragédie. Et ils sont tous aussi très étonnés parce qu'ils n'avaient jamais réfléchi à cette histoire de dette. Et j'ai été amenée à intervenir dans un cercle littéraire, justement autour de mon livre. Il y avait une femme qui a écrit un livre sur le fait qu'elle a eu fait une crise cardiaque et que son compagnon l'a sauvée. Et donc, j'ai parlé de la dette des sauvés en lui demandant si elle se sentait endettée. Et elle a été très touchée par ça, et les gens qui étaient autour ont beaucoup discuté de ça, de cette histoire de dette qu'ils n'avaient pas repérée. Très joli témoignage aussi. Alors, nous avons une participante active en la personne de Mireille qui aurait peut-être encore deux petites questions pour la route. La première, c'est quelles sont les précautions pour ne pas rentrer dans la position de sauveur? C'est vrai qu'on a voulu en sortir, mais pour en sortir, il faut déjà être rentré dedans. Donc, les précautions pour ne pas rentrer en position de sauveur. Et la deuxième question serait quel prix, avec des guillemets, paye le sauveur compulsif? Mais le sauveur compulsif paye le prix qu'à un moment, l'autre n'en peut plus et l'envoie balader. Donc, c'est vraiment du duo au duel dont je parlais. Et puis, quelles précautions? Ben, je vais vous donner une expérience que moi j'ai vécue. Donc, bien évidemment, pour être psychanalyste, j'ai fait une psychanalyse et j'y avais beaucoup travaillé. Et une de mes premières victoires, ça a été d'aller à un dîner en ville chez des amis. Et tout d'un coup, il y a une dame que je connaissais pas et qui raconte une problématique. Et je lui dis, ah ben tiens, alors moi vraiment, un livre qui m'a vraiment aidé à ce moment-là, c'est Le drame de l'enfant doué d'Alice Miller. Elle me dit, ah ok. Et là, moi, je fais un arrêt sur image en me disant, si j'étais encore sauveuse,
je lui aurais dit, voilà le nom du livre, voilà le... Non, je lui ai dit, j'ai un livre que je connais qui m'a aidé. J'ai pas dit Alice Miller, pardon. Donc je reprends parce que sinon ça va pas être clair. Donc je lui dis, ah mais moi j'ai un livre qui m'a beaucoup aidé à ce moment-là. Elle me dit, ok. Et là, moi je réalise que quelque temps avant, je lui aurais donné le nom du livre, la publication. Peut-être même je lui aurais dit, je t'envoie le livre et puis on en parle. Ou peut-être même je lui ai dit, j'aurais dit, on se revoit, je t'offre le livre. Enfin, j'ai mesuré la différence entre proposer, en lui disant, ben, moi j'ai lu un livre qui m'a vraiment aidé, et puis ça. Et j'ai voulu pousser plus loin l'exercice, c'est-à-dire qu'au moment où on quitte la table, je me dis peut-être que devant les autres, elle n'a pas osé, donc je retourne la voir et je me fais un exercice à moi avec beaucoup d'humour. Et je lui vais, je lui dis, tu sais, si tu veux les références du livre, je te les donne. Et elle me répond, oui, oui, ok, j'ai bien entendu, je te demanderai. Et elle ne me demande pas. Et moi, là, j'ai une révélation, quoi, parce qu'il faut faire des exercices pour vérifier qu'on a avancé ou non. Et là, j'ai une révélation et je me dis, voilà la différence entre proposer et imposer. Et on vient au louveteau du début, quelque part. Et cette malheureuse vieille dame qui ne voulait pas. C'était C'est ça. arrivé, je ne sais pas si ça vous est arrivé déjà, notamment dans le métro, de voir une personne non-voyante avec sa canne ou de vouloir lui prendre le bras. Et j'ai une amie qui souffre de rétinite et qui me dit toujours, surtout si tu veux faire ça, demande si on veut, parce que on peut être, nous, être organisés, avoir nos repères. Alors, comme c'est une amie de très très longue date, je me garde bien effectivement d'aborder quelqu'un sans demander l'autorisation. Mais je trouve qu'il y a quelque part, enfin, je ne sais pas pourquoi ça résonne pour moi. Et d'ailleurs, c'est une Hélène qui a cette pathologie, mais c'est au Québec. Et grâce à elle, j'avais appris justement qu'on commence par vérifier d'abord si on doit prendre le coude de la personne ou pas. Ouais, Voilà, ouais. petite parenthèse. Nous avons une question également d'Angela qui nous dit, est-ce que le sauveur compulsif n'est pas parfois dépendant de son sauvé pour obtenir la gratitude et la reconnaissance qui le font vivre? Dans ce cas, nous observons l'échange de rôles évoqué dans le triangle de Karpman, n'est-ce pas? Alors, c'est une excellente question parce que effectivement, il y a une codépendance, c'est-à-dire que le sauvé est dépendant de son sauveur, hein, parce que ce sauveur va l'alimenter de façon continue comme une mère extraordinaire. Mais le sauveur est lui aussi dépendant du sauvé. C'est pour ça que ça se termine mal. Parce que le sauveur, lui, il attend de l'amour. Et donc, comme il a de la reconnaissance, peut-être de la gratitude et de l'admiration, mais qu'il n'y a pas d'amour, donc il va en faire encore plus, encore plus, encore plus, en se disant à un moment, il va bien m'aimer, parce que quand même, c'est grâce à moi qu'il est sauvé. Mais ça, c'est exclu, hein, c'est jamais de l'amour. Et donc, il y a cette déception et effectivement, à ce moment-là, le sauveur, sans le vouloir, peut devenir persécuteur de sa victime en voulant qu'elle continue quand même à être dépendante. Et inversement, le sauvé à un moment peut être persécuteur du sauveur parce qu'il n'en peut plus, qu'il va mieux et qu'il veut éponger sa dette par la fuite, quoi. Très intéressant également comme approche, comme commentaire complémentaire, qui peut-être nous évoque des cas qu'on a pu accompagner. Je vois des têtes qui opinent parfois. Très bien. Je vois le temps qui file tranquillement. Sauf si je frustre quelqu'un, je vais passer avec ma casquette SF Coach qui fait quelques annonces. De toute façon, ça ne vous empêche pas de reprendre la main si vous avez autre chose à dire. Pour le moment. Alors, on va passer des sauveurs sauvés à la douceur parce que j'ai la douce mission, si je puis dire, de vous dire que la lettre de la SF Coach est sortie, qu'elle est disponible. En principe, vous l'aurez reçue. Sinon, elle est accessible aussi dès demain sur notre site, qui est un nouveau site. Il y a beaucoup de nouveautés à l'association en ce moment-ci. Un nouveau site. Il y a également une nouvelle adresse et un nouveau numéro de téléphone, et tout ça apparaît sur notre site. Et voilà, donc vous pouvez télécharger cette newsletter qui est sur la douceur et le coaching. On aura également un texte de notre président, et qui sera donc Fabrice Lang nous a écrit quelque chose sur le soft power, la puissance douce, et il y aura un hommage. Et là, j'avoue que ça passe un peu le cœur. On a parlé des notamment sauveurs pathologiques. Roland Brunner est décédé. Il y aura un hommage à Roland Brunner. Et moi, c'est lui qui m'avait formé à la psychopatho pour le coaching. Moi Je n'ose aussi, plus dire le nombre. À toi aussi, le c'était mon nombre d'années. superviseur. C'était mon superviseur. Ah, c'était en plus ton superviseur. Non, moi, il m'a juste formé enfin, juste entre guillemets. Et j'ai toujours un de ses livres ici, qui est La psychologie des patients dans l'entreprise, qui
qui reste très, très utile. Voilà. Ah, parlez-vous dans votre... Ah, on a une intervention aussi. Prenez le temps de la lire. Ah, il y a Christine qui nous dit, prenez le temps de la lire. Elle est très intéressante. Ça, merci beaucoup de faire l'attaché de presse de notre lettre. Super, merci Christine. Il me semble que vous avez écrit quelque chose dedans d'ailleurs, sauf erreur de ma part. Non, alors c'est moi qui rêve. Bon, bah, l'air de vous passer un petit message, l'air de rien. Non, non, c'est pas vrai. Et je vois, on a une question aussi. Parlez-vous dans votre livre du couple amoureux sauveur-sauvé? Puis on a aussi une autre petite question qui apparaît de Manon qui nous dit quelle différence y a-t-il entre la psychoéducation et le sauveur compulsif? Donc, on peut peut-être commencer par le couple. On n'est pas à la Saint-Valentin, mais Oui, allez, le on va couple, imaginer. je donne des exemples, mais pour moi, c'est tous les couples. C'est les couples amicaux, c'est les couples amoureux, il n'y a pas de différence, mais je donne, je cite énormément d'exemples hein, pour éclairer tous mes propos. Et C'est une donc, des grandes qualités de ton livre, pardon, de ton livre, mais de tous les livres que j'ai de toi. À chaque fois, c'est ce que j'aime bien. Il y a une élaboration, puis crac, on a du concret. Donc, c'est... merci. Et ensuite, je ne sais pas du tout ce que c'est que la psychoéducation, donc je ne peux pas répondre. En revanche, les questions qu'on a pu me poser dans les médias, c'était oui, mais les parents, quand même, leurs enfants, bien évidemment que les parents sont exclus de mon propos parce que les parents sont souvent sauveurs de leurs enfants. Ceci étant, il faut aussi, comme pour le duo sauveur-sauvé, à un moment les laisser s'émanciper. Hein. Mais souvent, en tant que parents, on est amené à sauver nos enfants et il faut y être vigilant. Merci. Un autre point de vigilance. Est-ce que ça m'a l'air d'être tout bon? Mais écoutez, je vois qu'il est 19h33, donc nous serons dans les temps pour vous libérer pour vos soirées et programmes respectifs. Merci beaucoup, Merci Hélène, d'avoir partagé ce temps avec nous. à toutes et à Et tous. puis, je vous souhaite à chacune une bonne soirée. Et puis, on se dit à bientôt Merci à toi, pour de Émilie. nouvelles aventures. Je t'en prie, voyons, c'était un vrai plaisir. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.